m'a dit qu'il fallait faire court. C'est dommage parce que j'avais 2 fiches pour vous présenter cette araignée. Je vais quand même vous dire que c'est une araignée qui est membre de la famille des Salticidae, qui a des mœurs diurnes, qui a 8 yeux, qui lui donne un champ de vision de 360 degrés, et qui est sauteuse. Voilà. Sinon, c'est de façon plus littéraire, c'est aussi le surnom qu'avait Stevenson à la fin de sa vie, qu'il a passé sur les îles Samoa. C'est un mot polynésien qui veut dire le conteur d'histoire. Ce qui est important puisque c'est aussi une maison d'édition qui est née en 2013 de la rencontre de Carmela Chergui qui n'est pas là et de Michael Demetz qui est là. Ce sont des livres. Merci. Qui ont un graphisme très reconnaissable. Enfin, j'ai essayé de tous vous les montrer, mais ça va être compliqué. Qui sont tous maquettés par Stéphane de Grouf, on dit comme ça. Que donc, voilà, ça fait des très chouettes couves. Alors c'est dommage parce qu'ils étaient dans l'ordre, mais bon. Qui a aussi fait le logo qui, comme par hasard, figure une araignée. Et donc voilà, on a fait le petit topo. Je vous présente le catalogue, donc c'est vite fait, puisque s'il y a pour l'instant 6 titres, qui paraissent au rythme de 2 ou 3 titres par an, jusqu'à maintenant. C'est un catalogue en référence toujours à Stevenson, mais je vous présenterai comme un îlot au trésor, qui donc débute en 2013 avec quelque chose d'incroyable, qui n'avait jamais été fait, l'édition d'un monsieur qui s'appelle Oscar Acosta, avec les mémoires d'un bison. Donc imaginez un auteur qui écrit avec le style vraiment d'un bison, mais lancé à pleine charge. C'est Acosta. Acosta, c'est quelqu'un qui aurait déjà dû être traduit depuis les années 70, où il a fait paraître ses 2 livres, puisque c'est une des figures, certes méconnues, mais une des figures essentielles de la contre-culture américaine, puisque c'est juste l'acolyte de Hunter S. Thompson, le fondateur du gonzo journalisme, dans Las Vegas Parano, donc on peut connaître le livre ou le film. Acosta, c'est le docteur Gonzo. Pour aller très vite, je vous dirais que c'est un peu l'équivalent pour Hunter S. Thompson de ce qu'a été Neal Cassidy pour Kerouac sur la route. Cet excellent mémoire des bisons a été poursuivi par donc, le 2e texte, puisqu'ensuite l'auteur est mort, dans des circonstances assez troubles. Ça s'appelle La révolte des cafards. C'est la même chose que les mémoires d'un bison, mais avec un contenu encore plus insurrectionnel et politique, puisque en fait ces 2 livres ensemble font la tentative, donc avortée par sa mort, de l'autobiographie d'Acosta, qui, petit émigré chicano, essayera en tout cas de fonder un mouvement similaire au Black Panther, donc avec une forte tendance activiste, qu'il double lui personnellement avec un tempérament de vraie barge. La même année, donc la naissance des éditions Tusitala, paraît Le Locataire, d'une Finlandaise qui là est tout à l'inverse de ce que Islandaise, pardon, qui est tout à l'inverse d'Acosta, bien qu'elle n'est pas dénuée non plus de fantaisie. C'est un texte tout en finesse, plutôt allégorique et plein de métaphores, qui en fait est un texte essentiel. 1 minute. Puisque c'est un des textes fondateurs du féminisme islandais et aussi de l'antimilitarisme. Je vous laisse découvrir pourquoi et comment en le lisant. Donc 2014, je vous l'ai déjà dit, la révolte des cafards, ainsi que, du coup, mes fiches d'araignée ne servent plus à rien. C'est là. C'est là. Non, 2013, alors il faut aller vite, mais il y a un texte essentiel aussi au catalogue Tusitala, qui est l'illustration de la ligne, si on peut appeler ça une ligne éditoriale, puisque c'est quelque chose qui enferme une ligne éditoriale, et les catalogues sont souvent faits de rencontres, qui dénotent des préoccupations plutôt, des fictions avec un fond social et politique,
Dandy de Richard Kraviec, qui raconte la rencontre amoureuse, mais entre guillemets, de deux désespérés qui sont au banc de la société américaine à l'époque de Reagan, qui sont juste des personnages au seuil de la clochardisation, mais qu'on va suivre avec énormément d'empathie. Un texte à la fois drôle et désespéré, un vrai roman noir qui donne à voir ceux qui d'habitude n'ont pas la parole et qu'on ne regarde pas. 2014 sonne le début d'une collection qui s'appelle Insomnie, avec la parution qui est là, pas une parution, c'est pas une parution inédite, c'est une réédition de Richaud, auteur déjà connu, un peu maudit, avec un texte ici à la lisière du fantastique, avec une très belle langue littéraire. Et puisqu'il faut aller vite, cette année est paru Album d'une autre islandaise, Minervudóttir, qui est l'équivalent en littérature de ce qui est un album de photos, où elle retrace ses souvenirs d'enfant, du petit âge au début de l'adolescence. Texte très surprenant, là encore, qui évoque pour tout le monde quelque chose d'universel, ça s'appelle l'enfance. 2015, la rentrée, il y a un texte dont Mickaël va vous parler, puisqu'il est là pour ça. Merci. Donc là, il me reste 27 secondes, c'est ça? Le voleur de voiture de Theodore Wiesner, c'est un roman de 1972. Theodore Wiesner, c'est un écrivain américain qui est né en 1935, il a 80 ans. Il n'est pas mort, parce qu'on dit toujours que les auteurs de Sulitala sont morts, c'est faux, il est toujours vivant. En tout cas la semaine dernière. Et c'est un auteur qui est assez reconnu aux États-Unis, qui a écrit 8 romans. Le dernier est paru en avril 2015. Il a écrit aussi pas mal de nouvelles qui sont parues chez Esquire, au New Yorker ou dans d'autres revues prestigieuses. Et il vient de finir l'écriture de ses mémoires qu'il a rendues à son éditeur. Donc Le voleur de voiture se passe à Détroit dans les années 50. C'est l'histoire d'Alex qui a 16 ans et au début du livre il est en train de voler sa 14e voiture, d'où le titre. Et c'est en fait un gamin qui vole des voitures non pas pour les revendre, même pas pour les détruire, juste pour s'évader de son quotidien assez morne et monotone, de sa solitude faite d'un père qui travaille de nuit dans les usines Chevrolet, donc il ne voit quasiment jamais, d'une mère qui est partie avec un autre homme et qui a emmené avec elle son petit frère auquel il était très attaché. Et du coup, ce personnage va devoir se construire tout seul. Donc c'est il va passer par la case prison, il va forcément se faire arrêter un moment, et il va ensuite essayer de se réinsérer dans la société. C'est un roman d'apprentissage très classique, je dirais, dans la forme, qui a été comparé par la critique américaine au 400 coups ou à l'attrape-cœur de Salinger. Voilà, c'est ce personnage d'adolescent qui commence à déserter le lycée, à perdre pied, à sombrer dans la délinquance, et qui petit à petit qui a grandi trop vite en fait, et qui se retrouve dans le monde des adultes alors qu'il n'est évidemment pas préparé. C'est un roman qui a une consonance autobiographique, c'était le premier roman de Theodore Wiesner, et l'éditeur lui-même avait été... L'auteur lui-même avait été arrêté pour vol de voiture, l'éditeur n'a jamais volé de voiture, sauf si on finit vraiment tard et qu'il n'y a plus de métro. Et donc l'auteur a lui-même une adolescence assez mouvementée, il a été arrêté pour vol de voiture, et ensuite il raconte un petit peu finalement sa vie à travers ce premier roman. C'est aussi un roman, comme disait Philippe, qui a une dimension sociale, c'est quelque chose qu'on aime bien chez Tusitala, et qui raconte notamment la prison, les centres pour mineurs, mais d'une manière pas du tout cliché comme dans la littérature ou dans le cinéma, on a souvent droit à la prison comme un espace violent et cruel, et là c'est aussi quand même l'espace où finalement il va rencontrer d'autres adolescents avec des trajectoires particulières et différentes, avec qui il va se lier d'amitié beaucoup plus qu'avec ses camarades de classe. C'est aussi un endroit où il va découvrir la lecture, c'est là qu'il va ouvrir ses premiers livres, et c'est là que Theodore Wiesner lui-même a ouvert ses premiers livres et a eu le déclic qui fait que 20 ans plus tard il deviendra écrivain. Donc c'est un roman comme ça qui a plusieurs dimensions et qui nous a vraiment intéressés, nous, par sa langue universelle. C'est vraiment ce genre d'écriture américaine d'auteur autodidacte qui a une écriture très brute, très simple, qui est capable d'envolées lyriques et d'images très émouvantes, qui en plus était traduit brillamment par Charles Bourset, le traducteur notamment de David Foster Wallace, qui avait déjà traduit le très beau Dandy de Richard Kraviec, et qui maîtrise très bien cette langue américaine des années 70-80 entre l'oral et l'écrit. Et ça rejoint aussi ce que disait Philippe sur Acosta, notre envie de ne pas se précipiter sur les nouveautés, mais de fouiller un peu dans des livres qui n'auraient jamais été traduits, des livres qui auraient été oubliés. Et voilà, c'est un livre qui est considéré comme un classique aux États-Unis, qui a été réédité 6 fois en 30 ans,
qui a été traduit au Japon, qui a été traduit en Allemagne, qui a été traduit en Italie il y a 2 ans où il a bien marché, qui a été traduit en Roumanie, je ne sais pas pourquoi. Les droits ont été achetés au cinéma il y a 2 ans, donc il y a même une adaptation qui serait en cours. Pour vous dire, voilà, c'est un livre qui est vraiment important aux États-Unis et qui manquait chez nous. Et ceci de vouloir dire tais-toi, tais-toi, tais-toi. Merci beaucoup, merci à tous.